La négociation parfaite. La négociation parfaite, c'est autant de stratégie que de relationnel et d'équité. Si je suis trop stratège, je ne suis pas équitable. Parce que la stratégie va faire qu'à un moment donné, je vais devenir égoïste et je vais penser qu'à mon propre intérêt. Et lorsque je suis trop stratège, je suis trop commercial. Si je suis trop commercial, je ne suis plus relationnel, ou alors je suis un faux relationnel. Lorsqu'il y a trop de stratégie. Lorsqu'il y a trop de relationnel, eh ben, je perds ma stratégie. Et on devient copain-copain. Et lorsqu'on est copain, on ne fait plus de propositions à ses potes. Et donc du coup, je n'ai plus de stratégie. Et du coup, forcément, je vais être trop équitable. Parce que je vais accepter ses conditions à lui et je ne vais plus pouvoir imposer les miennes. Et donc ce n'est pas une négociation parfaite. Lorsque je ne suis pas assez équitable, justement, c'est que je suis trop stratège. Ou lorsque je le suis trop, justement, c'est que j'ai été trop relationnel et pas assez stratège, et ainsi de suite. La négociation parfaite, dans tout domaine, c'est de la stratégie, du relationnel et de l'équité. Voilà. Si on a un qui vaut plus que l'autre, à un moment donné, il va y avoir conflit. Si on a un qui veut plus que l'autre, il va y avoir conflit. Si on a un qui est trop stratège par rapport à l'autre, l'autre va le voir, et le problème ne se réglera pas, il ne s'arrangera pas. Voilà. Il y a un conflit qui dure depuis des années, qui a été réglé en 91. Vous savez de quoi je parle? Qui a été réglé en 91. Le conflit israélo-palestinien. Alors pourquoi je parle de ça? Vous allez me dire, etc. Bon, j'en parle en fac, en amphi, etc. Pourquoi? Parce que c'est un modèle du genre. Les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je s'en fout, qui a commencé quoi, je m'en fous, c'est pas de problème. Je vois simplement deux parties qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. En 91, ils ont réussi à se mettre d'accord. En 91, ils ont signé ce qu'on appelle les accords d'Oslo. Parce qu'à l'époque, Bill Clinton, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a réuni les deux personnes, et puis il leur a posé des questions. Il avait pris le contrôle. Et il est devenu médiateur. Comme un agent immobilier qui est médiateur entre un acheteur et un vendeur. C'est exactement la même chose. Pourquoi tu envoies des requêtes? Pourquoi tu les harcèles? Pourquoi tu les concentres dans des camps? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Etc. Et à un moment donné, ok, ton problème c'est ça, je l'ai défini. Ton problème c'est ça, je l'ai défini. Donc, il a pris le contrôle, il a posé des questions, il a écouté activement, d'accord? Il a utilisé une stratégie. La stratégie, c'était qu'à un moment donné, il y a un but, qu'ils se mettent d'accord. Donc, il va falloir à un moment donné que ce soit équitable. Et en plus, à l'époque, c'était Yitzhak Rabin et Arafat, donc deux personnalités. Donc, il fallait gérer aussi ça. Et donc, la négociation était parfaite et ils sont arrivés à un accord. C'est les bases de la négociation d'affaires. Que ce soit un chef d'entreprise, un diplomate, un homme politique, un agent immobilier, c'est comme ça qu'il négocie. S'il est trop stratégique, il est trop vendeur. S'il est trop vendeur, je me méfie. C'est tout. Si je suis moi trop copain, trop relationnel, à un moment donné, à la fin, lorsque je vais faire une proposition, mandat exclusif, on va me dire merde, t'es pas sérieux, arrête, ça va maintenant, c'est bon. Propose ça aux autres, pas à moi. Je fais signer un mandat simple. Est-ce que je vais dire non? Je vais pas pouvoir dire non, je suis devenu copain avec lui. Comment est-ce que je vais pouvoir lui dire non à un moment donné? Je peux pas. Je ne peux pas. Donc, pas trop relationnel, juste ce qu'il faut. Stratège et équité. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que lorsque je suis chez le client, j'ai trois objectifs. 1. Créer une bonne ambiance, pouvoir discuter avec lui et sympathiser avec lui. Mais suffisamment, pas trop ou pas trop peu, pour pouvoir à un moment donné obtenir ce que je veux. D'accord? Et que personne ne soit lésé. À partir du moment où j'ai ces principes-là, je vous assure que mon discours est forcément adapté. Et je vais essayer de connaître et de comprendre et de lui proposer la meilleure solution qui soit, la meilleure solution possible. D'accord? Et je ne vais pas être trop stratège. Ce qui veut dire que si je ne suis pas stratège, je ne vais pas insister. Je ferai une proposition qu'une seule fois. Si je fais une proposition une seule fois et qu'on me dit non, là je pose la question aux dames. Mesdames, si le monsieur, vous n'êtes pas intéressé et vous lui dites non une fois, est-ce que vous pensez qu'il a des chances de vous faire dire oui 2 minutes après? Non. Voilà. Les choses qu'on ne fait pas dans la vie réelle, on les fait lorsqu'on négocie. C'est con à dire, hein. On est schizophrène en fait. Et ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Les choses qu'on ne fait pas
par éthique dans la vie réelle, lorsqu'on est face au client, lorsqu'on est avec son costume d'agent immobilier, du coup, bah, on se retrouve dans la peau d'un commercial et du coup, on va se permettre de faire des choses qu'en temps normal, on ne ferait pas dans d'autres conditions. Bah, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Si vous vous trouvez trop insistant, à un moment donné, ça va bloquer. Et si le mec est intelligent, eh ben il discute, il échange, il paye un verre, premier rendez-vous gratos, deuxième, troisième, quatrième, et à un moment donné, ça va se faire tout seul. Pourquoi? Parce que personne n'a été forcé, parce qu'il y a eu de la relationnelle, mais à la fin, il a eu ce qu'il voulait. Mais tout le monde est content. Et tout le monde est content. Moi, je connais un couple, j'ai une amie, Karine, et je vous assure que c'est vrai. Elle me dit, putain, heureusement qu'il a pris les choses en main, parce que jamais je serais allé vers lui. Je dis, comment ça? Bah franchement, il n'a pas insisté, bien, on s'est vu une première fois, je l'ai trouvé sympathique, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à le comprendre, il m'a pas forcé ni rien du tout, à la fin ça s'est fait naturellement. Comment les choses se font naturellement? Les choses se font naturellement justement parce qu'il y en a un à un moment donné qui va pas trop forcer. Il y en a un qui va piloter. Il y a forcément un qui est plus intéressé que l'autre, qui a une stratégie. Chaque mot, chaque message, chaque ci, chaque ça, c'est calculé. C'est de la drague. À arriver à un moment donné que personne ne soit forcé. Si c'est forcé, maintenant, aujourd'hui, les hommes, ils forcent plus. Hashtag MeToo, les réseaux. On est vite affiché. Voilà, vous avez vu des SK, et puis le reste, c'est facile. Hein, Facebook, Snapchat, etc. Donc, justement, aujourd'hui, on ne le fait pas. Et avec le client, c'est pareil. Là, je vous ai dit ça, vous avez rigolé. Le moindre truc, un avis sur Google, et vous pouvez changer de région. Vous avez rigolé tout à l'heure. Et ben c'est exactement la même chose. Vous êtes trop forceur, vous faites pas bien votre métier, vous êtes trop insistant, un avis sur Google, et je vous assure que vous pouvez changer de région. Parce que pour faire enlever un avis sur Google, c'est très compliqué. Vous n'avez pas la main dessus, et les patrons non plus. Et en plus, je crois que c'est payant, parce que Google en fait un business, pour faire retirer un avis d'un client. C'est très compliqué. Et donc c'est exactement la même chose. Si un mec est trop forceur, il se fait afficher sur les réseaux et il peut se faire oublier. Et un agent immobilier, c'est exactement la même chose. S'il a été trop stratégique, ça va être exactement la même chose. Aujourd'hui, la plaie des agents immobiliers, ce sont les avis Google. Ce sont les avis Google. Sur les réseaux, sur les pages Facebook. S'il y en a qui ont LinkedIn ici, bah, sur LinkedIn, c'est encore pire. D'accord, tout le monde se taille. En plus, ce sont les agents immobiliers qui affichent les commentaires des autres agents immobiliers, justement, pour leur casser leur business. En plus de ça, vous donnez du crédit à la concurrence. Moi, si j'ai un concurrent qui bosse pas bien, je n'ai même plus besoin d'argumenter. Vous savez ce que je fais? Je vais chez le client, je lui dis, bah, vous savez quoi? Allez regarder les avis qu'il y a sur sa page. Fin de la négociation. Revenez me voir après. C'est tout. C'est très facile. C'est très facile. Derrière, en fait, si vous ne faites pas les choses, c'est pour ça pourquoi c'est un métier à prendre avec des pincettes. Vraiment. Parce que si le client n'est pas satisfait, il vous taille, et derrière, tout le monde s'en sert. Il y a 20 ans, on pouvait le faire. Pourquoi? Vous changez de rue, personne ne vous connaît, votre tête n'est pas affichée sur Internet, la société, il faut aller sur les pages jaunes et chercher, regarder, savoir, etc. Là, maintenant, tout est visible. On est dans l'ère du numérique, l'information circule très vite. Demain, vous avez mal fait un boulot, vous avez été trop insistant, même si pour vous, vous ne l'avez pas été, aux yeux du client, vous l'avez été, c'est essentiel. Vous pensez que vous avez été compétent, aux yeux du client, vous n'avez pas été compétent, et c'est essentiel parce que c'est son avis à lui qui va compter. Vous, le vôtre, il ne servira à rien du tout.